Aujourd'hui, nous examinons une affaire datant de la première moitié du XXe siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Australie. Il y a un vieil adage qui dit que la vérité dépasse la fiction. Mais qu'en est-il lorsque c'est la fiction qui inspire la réalité? Perth, en Australie occidentale, est un paysage vaste et rural. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des milliers de chercheurs d'or se sont rendus dans la région, espérant faire fortune grâce à l'industrie minière de l'or en plein essor. En seulement une décennie, la population avait triplé et la ville s'était totalement transformée, passant d'un endroit autrefois rudimentaire et calme à une ville moderne et élégante. Le paysage autour de la ville restait sauvage et désolé, bien qu'indéniablement riche et fertile, tandis que les cultures et le bétail prospéraient, les nuisibles et les vermines aussi. Les principaux coupables étaient les lapins, connus pour ravager des récoltes entières en quelques jours. Il était presque impossible de prévoir où les lapins frapperaient ensuite. Alors, en 1901, il a été décidé de construire ce qui allait devenir la clôture anti-lapin. Il s'agirait d'une clôture de 2023 miles, conçue pour empêcher les lapins et autres nuisibles d'entrer, afin de protéger l'industrie agricole florissante de l'Australie occidentale. La clôture a mis près de 50 ans à être finie, mais des sections ont été achevées progressivement. L'entretien étant crucial pour le succès de la clôture, des hommes ont été embauchés comme patrouilleurs. Étant donné que la clôture était si vaste, leur responsabilité était d'en surveiller l'intégrité, d'effectuer des réparations au fur et à mesure de leur passage et de remplacer les poteaux si nécessaire. Les patrouilleurs éliminaient les colonies de lapins et informèrent les propriétaires voisins de toute activité indésirable autour de leurs terres. Alors qu'au début les hommes travaillaient seuls, à la fin des années 20, les patrouilleurs commencèrent à inspecter la clôture par deux, dans une voiture tirée par deux chameaux. Ainsi, notre histoire commence en 1929 avec deux patrouilleurs travaillant en équipe sur la clôture anti-lapin. Arthur Upfield et George Ritchie avaient travaillé ensemble pendant plusieurs années et appréciaient la tranquillité des vastes espaces ouverts entourant la clôture. Arthur, écrivain, utilisait souvent un paysage désolé comme toile de fond pour ses histoires. Il avait déjà écrit 3 romans avec un succès variable et travaillait sur l'intrigue de son 4e. Mais son intrigue s'était compliquée lorsqu'il essayait de trouver comment écrire une histoire convaincante dans laquelle le personnage principal, nommé Détective Bonnie, parviendrait à condamner un meurtrier malgré l'absence de corps. En d'autres termes, il essayait d'écrire l'histoire d'un meurtre parfait, où le coupable commet l'acte odieux et parvient à détruire les restes de sa victime, mais il n'arrivait pas à comprendre comment une personne pourrait se débarrasser d'un corps de façon aussi complète. En travaillant sur la clôture, Arthur et George débattèrent d'un problème et cherchaient la meilleure méthode pour éliminer un corps. Il fallut de nombreux mois de théorie avant que George ne propose une méthode qu'il pensait être exactement ce dont Arthur avait besoin pour que le méchant de son histoire accomplisse. George suggéra, une fois le meurtre commis, que le meurtrier brûle le corps avec les restes d'un grand animal, comme un kangourou. Après avoir brûlé le corps, le meurtrier tamiserait les cendres pour trouver les gros morceaux d'os ou de métal. Il suggéra de dissoudre le métal dans de l'acide et de réduire les fragments d'os en poussière. La poussière serait ensuite dispersée au vent, ce qui effacerait toute trace d'un meurtre ayant eu lieu. Arthur était ravi d'avoir apparemment trouvé une solution à ses plans d'intrigue complexes. Mais il y avait un problème. La méthode était si parfaite qu'il serait impossible pour le détective Bonnet de détecter qu'un meurtre avait eu lieu. Cela signifiait qu'Arthur ne pouvait pas utiliser cela dans son histoire. Il a mis George au défi de trouver une faille dans la méthode, ce qui signifierait que le détective Bonnet serait capable de résoudre l'affaire. Mais même avec la récompense d'une livre, George n'a pas pu trouver une telle faille. Arthur ne voulait pas abandonner son intrigue. Alors il a commencé à discuter de la méthode avec d'autres gardiens de la clôture pendant qu'ils faisaient leurs inspections. Il espérait que quelqu'un trouverait un moyen de rendre la méthode utilisable pour son roman. C'est au cours de l'une de ces discussions qu'un certain monsieur Snowy Rolls entendit parler de la technique que George avait proposée. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ?
me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. Snowy Rolls est né John Thomas Smith à Perth en 1905. On ne sait pas grand-chose de son histoire, jusqu'en 1928 lorsqu'il a été arrêté pour vol. Il a purgé 3 mois de prison avant de réussir à s'évader de sa geôle locale. Après son évasion, il a pris le nom de Snowy Rolls et a commencé à travailler sur la clôture anti-lapin afin d'éviter les soupçons et le risque d'être renvoyé en prison. Snowy était bien connu d'Arthur et de George, et il semblait enthousiaste à l'idée d'aider Arthur à trouver une solution à son problème. Le 5 octobre 1929, George, Arthur, Snowy et 2 autres gardiens de la clôture prenaient un repas au Camel Homestead lorsque le sujet de la méthode de meurtre pour le livre d'Arthur fut de nouveau abordé. Arthur n'avait toujours pas décidé comment il pourrait utiliser cette méthode, étant donné qu'elle semblait trop parfaite. Malgré tout, les hommes ont essayé d'aider, discutant de différentes options qu'ils pensaient qu'Arthur pourrait utiliser. Le lendemain, ils sont partis en patrouille, Arthur étant toujours perplexe quant à la façon d'intégrer la méthode dans son roman. En décembre de la même année, Snowy s'est de nouveau arrêté à la station camelière, cette fois avec 2 autres cavaliers nommés James Ryan et George Lloyd. Ils ont quitté la station ensemble le 8 décembre. Une semaine plus tard, George Ritchie arriva à la station camelière et raconta aux cavaliers avoir rencontré un prospecteur nommé James Yates. James avait dit à George qu'il avait vu Snowy conduire une voiture, ce qui était rare, car la plupart des cavaliers utilisèrent des chameaux ou des calèches. Snowy a dit au prospecteur que James Ryan et George Lloyd se promenaient dans la brousse alentour, bien qu'il ne les ait jamais vus lui-même. Quelques semaines plus tard, la veille de Noël, Arthur a rencontré Snowy dans la petite ville de You and Me. Quand Arthur a demandé à propos de la voiture, Snowy a expliqué que John Ryan la lui avait prêtée, car il avait choisi de rester à Mount Magnet au lieu de poursuivre le voyage avec lui. Étrangement cependant, il a dit à une autre personne qu'il avait acheté la voiture de James Ryan pour la somme de 80 livres. Noël et le Nouvel An sont passés et un Néo-Zélandais du nom de Louis Caron est arrivé dans la région de Murchison. Louis a trouvé un emploi à la station Ouija, l'une des stations le long de la clôture anti-lapin. Pendant son travail là-bas, il a rencontré de nombreux gardiens de la clôture qui lui racontaient souvent leur longue journée à surveiller la clôture. Louis est né sous le nom de Leslie George Brown et, comme Snowy, il avait pris un nouveau nom alors qu'il s'efforçait de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Mais contrairement à Snowy, la vie de Louis avait été plutôt banale. Il est né et a grandi en Nouvelle-Zélande et, après quelques années de mariage, il s'était rendu à Perth avec un ami dans l'espoir de faire fortune en tant que prospecteur. Quand cela n'a pas marché, il a accepté le poste à la station Ouija, espérant qu'avec le temps, sa chance tournerait. Pendant ses voyages, Louis restait en contact régulier avec ses amis et envoyait fréquemment des lettres décrivant les expériences qu'il vivait en Australie. C'est donc avec surprise que sa correspondance régulière s'est soudainement interrompue en mai 1930. Immédiatement, ils ont soupçonné qu'il était arrivé quelque chose de fâcheux à Louis et ont contacté la police locale. Étant donné la zone où Louis travaillait et la grande population de passage, la police a d'abord minimisé l'hypothèse d'un acte criminel. Cela a duré jusqu'à ce qu'ils réalisent que James Lloyd et George Ryan étaient aussi portés disparus depuis le jour de décembre où ils avaient quitté la station chamelière avec Snowy. Et avec l'information de l'employeur de Louis selon laquelle lui aussi avait été vu pour la dernière fois en compagnie de Snowy Rolls, la police a commencé à soupçonner qu'il était arrivé malheur à un ou à tous les hommes. L'inspecteur Manning dirigeait l'enquête et était au courant de la tentative d'Arthur de trouver une méthode de meurtre pour son dernier roman. Il savait aussi que Snowy était bien au courant de la méthode,
espérant le meilleur, mais soupçonnant le pire. Il décida de faire venir Snowy pour l'interroger. Dès que l'inspecteur Manning arriva pour interroger Snowy Rolls, il le reconnut comme étant John Thomas Smith, le cambrioleur qui s'était évadé de garde à vue en 1928. Le détective l'arrêta sur le champ et le renvoya en prison. Cela donna à la police plus de temps pour enquêter sur la disparition de Louis Caron, James Lloyd et George Ryan. Les preuves contre Snowy s'accumulaient. Non seulement il était la dernière personne à avoir été vue avec Louis, mais Snowy avait aussi encaissé le chèque de paie de Louis plusieurs semaines après que ce dernier ait été vu pour la dernière fois. Il était bien connu que Snowy s'était montré intéressé par la méthode de meurtre lors de la conversation à la ferme de Camel Station en octobre précédent. Et les circonstances entourant le véhicule que Snowy conduisait autour de Noël étaient également suspectes, mais aucun reste n'avait été retrouvé. Comment pouvait-il prouver que l'un des hommes était vraiment mort? La réponse à cette question n'aurait peut-être jamais été connue, si ce n'était grâce à un cavalier qui patrouillait près de la cabane du 183e Mi le long de la clôture anti-lapin. Au cours de sa patrouille, il avait trouvé des traces d'un grand incendie dans la cabane, et parmi la poussière et les cendres, il y avait l'alliance d'un homme. Le cavalier, qui était au courant de la disparition de Louis et de la méthode de meurtre dont on avait parlé pendant des mois, contacta la police et leur fit part de sa découverte. L'alliance fut ensuite attribuée à Louis à cause d'une erreur du bijoutier lors de sa remise à taille quelques années auparavant. Le bijoutier avait soudé l'alliance avec un mauvais carat d'or, créant une marque distinctive qui prouvait qu'elle appartenait sûrement à Louis. L'alliance a servi de preuve, confirmant que Louis avait été assassiné et que les cendres dans la cabane étaient probablement tout ce qu'il restait de son corps. L'incendie confirmait également que le meurtrier avait utilisé la méthode suggérée pour le livre d'Arthur. La police était certaine que Snowy Rolls était responsable et il a été inculpé de meurtre. Son procès a commencé le 10 mars 1932 et a été présidé par le juge Percy Draper. L'affaire du meurtre sans corps faisait sensation en Australie occidentale et le public était très intrigué par cette affaire. Snowy était un membre apprécié des patrouilleurs de la clôture, et bien qu'il fût bien connu que certains des ouvriers avaient un passé douteux et disparaissaient soudainement. Disparaître, généralement pour échapper à une arrestation liée à un délit antérieur. La disparition simultanée de 3 ouvriers de la clôture paraissait vraiment très suspecte. Les témoins au procès comprenaient le pathologiste, qui a déclaré à la cour que les fragments d'os et la dent retrouvés étaient, sans aucun doute, humains. Le dentiste de Louis Caron et le bijoutier qui avait réparé l'alliance ont également témoigné. Arthur Upfield a décrit le plan du meurtre et a expliqué à la cour comment Snowy essayait de l'aider à trouver une faille afin qu'il puisse terminer son livre. Snowy Rolls a témoigné pour sa propre défense. Il a nié avoir assassiné Louis Caron et a déclaré qu'il ne savait pas pourquoi il avait décidé de disparaître ni où il aurait pu aller. Le 19 mars 1932, Snowy Rolls a été reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Louis Caron. Pour son crime, il a été condamné à mort. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire sur sa condamnation, Snowy a répondu « Seulement ceci, j'ai été reconnu coupable d'un crime qui n'a jamais été commis ». Il a ensuite été pendu à la prison de Fremantle le 13 juin 1932. Quant à James Lloyd et George Ryan, ils n'ont jamais été revus et leurs restes n'ont jamais été retrouvés. Il semble que Snowy Rolls ait suivi à la lettre la méthode proposée pour le livre d'Arthur, mais nous ne saurons jamais ce qui l'a poussé à négliger l'étape cruciale de tamiser les restes et de dissoudre les métaux dans l'acide lorsqu'il a assassiné Louis. Snowy n'a jamais été inculpé en lien avec la disparition des autres hommes. Arthur Upfield a ensuite utilisé la méthode suggérée pour son roman The Sands of Windy, et plus tard, il a également écrit un livre non fictionnel basé sur les meurtres réels intitulé The Murchison Murders. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.